Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à la découverte du fort de Pierre-Levet, mieux connu sous le nom de la Citadelle. Construit entre 1858 et 1866, il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. C'est un lieu incontournable de l'île. On va vous raconter son histoire. Bonjour Annabelle. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Tu es agent du patrimoine sur l'île Dieu et tu connais bien l'histoire de la Citadelle, cet endroit où nous sommes là aujourd'hui. C'est une histoire qui remonte avant sa construction en 1858. Son origine, est-ce que tu peux nous la raconter ? Tout à fait. Alors en fait, dès 1803, juste après la rupture de la paix d'Amiens avec la Grande-Bretagne, Bonaparte a envoyé sur l'île Dieu un général qui s'appelait le général Bertrand, qui va en fait réfléchir à la mise en défense de l'île pour éviter un débarquement anglais sur l'île Dieu. Donc il va décider la construction de batteries de côte armées de canons et puis aussi d'un tout premier fort central, bien avant celui qu'on voit aujourd'hui, qui a été construit donc en 1804. 1804, année où l'île Dieu est en état de siège. Et donc Bonaparte envoie sur l'île Dieu 1500 soldats. Ils ne seront pas logés dans ce tout premier fort puisque c'était vraiment simplement un petit quadrilatère avec quelques bastions autour. Ces soldats, ces 1500 soldats seront logés à Saint-Sauveur dans des bâtiments prévus à cet effet. Il n'y a pas une histoire de menhir aussi qui remonte un peu à l'origine du site ? Tout à fait. Bien avant la construction de ce premier fort, on avait ici, sur cet emplacement qui est l'un des points les plus hauts de l'île, un menhir qui mesurait 7,30 m de hauteur. Donc c'était le plus haut menhir de l'île Dieu. Et puis aussi, avant la construction du premier fort, on avait aussi un hameau qui s'appelait Ker-Rousseau, ici, juste où on est. Donc il faut imaginer des maisons et 2 moulins. Donc il a fallu bien sûr araser ce hameau. On va ensuite construire ce premier fort avec toujours les moulins en place et beaucoup plus tard, quand on va construire le fort dans lequel nous sommes, donc en 1858, ces 2 moulins vont être définitivement rasés. Alors ce fort, il est imposant. Il était prévu pour abriter au moins 400 militaires pour le défendre. Tout à fait. En fait, on a ici sur les côtés donc, des casemates qui servaient donc à loger les soldats. Et puis le pavillon qui est juste ici donc, servait au commandant de la place. Donc c'était vraiment l'appartement de 2 notables, si vous voulez. Et les officiers, eux, étaient logés donc, dans les casemates de cette partie nord, donc juste en bas du pavillon. Une architecture militaire qui aura duré 8 ans jusqu'en 1866. Exactement, ça a été un chantier de très grande ampleur pour l'île Dieu. Il faut imaginer 400 ouvriers qui sont venus du continent, travailler sur l'île Dieu, donc qui sont arrivés du nord de la France jusqu'aux Charentes, qui sont arrivés là pour construire le fort, pour creuser donc, les grandes douves que nous avons autour. Et ils vont arriver là avec leur famille. Donc bien sûr, ça va favoriser l'économie et aussi la démographie, puisqu'on a pas mal de ces ouvriers qui vont épouser des Ilaises et qui vont nous laisser des grandes familles aujourd'hui très connues, comme par exemple les Tonnel, les Gérard ou les Bernard. Annabelle, pourquoi l'intérêt d'un fort à l'île Dieu ? Alors tout simplement parce que si les ennemis, donc les Anglais en l'occurrence, avaient réussi à prendre l'île, ça aurait été un gros problème puisqu'ils auraient complètement bloqué la navigation entre la Loire et la Gironde et ils auraient eu un point fixe où ils auraient pu faire pour leur navigation le plein d'eau douce, de vivres et puis aussi ils soignaient leurs malades, faire des dépôts de charbon pour leur navigation à vapeur et surtout préparer un débarquement sur les côtes en face, sur les côtes françaises. Alors ici, en termes d'architecture, Annabelle, on est sur quelque chose de classique pour l'époque ? Très classique et surtout très rapidement obsolète. En fait, c'est un fort très simple, à 4 pans, terrassé. Et donc, à chaque angle de ce carré, vous avez donc des bastions qui permettent de défendre les douves et d'éviter donc que les ennemis ne s'approchent de ces douves. C'est un endroit aussi, je dirais aujourd'hui, un endroit de visite, de découverte. Nous avons les associations qui sont très présentes dans cette cour. Chaque porte nous emmène vers une association. Exactement. En fait, ces casemates où logeaient les soldats ont été restaurées. Aujourd'hui, c'est vraiment le siège de diverses associations locales,
donc l'association des motards, de la pétanque, de la fanfare, de l'harmonie, donc c'est très éclectique, et surtout aussi de notre radio locale, donc Neptune FM. La radio incontournable de Lille, par laquelle on peut découvrir toute l'actualité illaise. Voilà, exactement. Ils nous tiennent informés de tout ce qui se passe sur l'île et ils nous font découvrir tout un tas de choses grâce à leur enthousiasme et à leur motivation. Et ce chapiteau-là, derrière toi, Annabelle, qu'est-ce que c'est? À quoi sert-il? Alors ce chapiteau donc, qui est communal, il sert tout simplement pour de salles de fête, donc pour les mariages, les baptêmes et les diverses fêtes donc, que les particuliers peuvent louer et puis ensuite venir faire des célébrations à l'intérieur. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit aussi, parce que ça c'est important, c'est que la citadelle a servi de caserne et de prison, hein, on peut le dire ici, pendant longtemps, surtout lors de la Première Guerre mondiale. Et ça, on va en parler avec Jean-François Henry, que tu connais, qui est historien local. Il va revenir sur toute cette période qui est importante. Mais en attendant, Annabelle, moi je te propose qu'on quitte l'Île-Dieu pour aller au Luc-sur-Bologne. On va rencontrer Françoise Decaux, elle est passionnée du pain. Elle a créé un atelier qui s'appelle l'Atelier Pain. Et en plus de ça, sa passion l'a emmenée jusqu'à écrire un livre à succès. Je vous propose de rencontrer cette femme. C'est un sujet signé Cyril Guillet. Je sors le pain. Pour Cécile Decaux, le pain est une véritable passion et tout a commencé il y a 13 ans par un simple cadeau. Mon mari m'a acheté une machine à pain, je n'étais pas sûre de m'en servir. Et puis au final, le contact de la pâte, etc. Et le pain, c'est vraiment très très complet parce que y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a des histoires de chimie qui se produisent, il y a plein de choses, il y a le contact, il y a la transformation du produit au four, ça c'est incroyable, c'est la meilleure des émissions TV. Moi je suis devant mon four et je change pas de chaîne. En quête de la baguette parfaite, Cécile Decaux a passé des journées entières à élaborer et tester différents styles de pâte à pain et différentes machines. Mais aujourd'hui, c'est à la main qu'elle préfère pétrir son pain. Je vais attraper ma pâte, comme ça, je la tape, je la plie et je la reprends sur le côté. Je tape, je plie, je reprends sur le côté. Donc au début, on va pas trop vite parce que la pâte, elle colle beaucoup. Et vous voyez, là, la pâte, elle est déjà super lisse alors que j'ai à peine touché, quoi. Ça, c'est l'effet magique du repos de 30 minutes, là. Car si la composition du pain reste assez simple, farine, eau, levain, levure et sel, tout le secret réside dans le temps de pause. Car pour réaliser une baguette, il faut compter 7 heures de la préparation de la pâte à la cuisson. Depuis 2008, elle partage tous ses petits secrets à travers des ateliers et des stages. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'assez loin quand même pour les ateliers. Paris, il y a beaucoup de personnes de Paris, même étrangers, hein, des personnes quand elles rentrent en France, le pain français leur manque, donc des expats, ils vont apprendre à faire leur pain pour pouvoir le refaire après dans leur nouveau pays d'adoption. Et comme elle a à cœur de faire partager son savoir, toujours en 2008, elle a sorti son premier livre. L'Atelier Pain a été vendu à 12 000 exemplaires la première année. Aujourd'hui, cet ouvrage a été traduit en 6 langues, notamment en chinois, et flirte avec les 55 000 ventes. L'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il y a les illustrations, les façonnages qui sont détaillés par dessin. C'est vrai que ça aide bien pour faire des formes différentes. Alors celui-ci, il a été vraiment fait pour la machine à pain, donc il y avait soit la pâte faite en machine, ou cuite dedans, ou pâte faite en machine, et ensuite on cuit au four. Depuis, elle a fait éditer 2 autres ouvrages, un premier sur le levain et un second en 2015 intitulé Le pain bien-être, qui regroupe entre autres des recettes de pain sans gluten. Nous voici de retour à la citadelle de l'Île-Dieu en compagnie de Jean-François Henry, historien, très bon connaisseur de l'Île-Dieu et notamment de la citadelle. Alors même si on en a peu parlé avec Annabelle, la citadelle, elle est indissociable de ces internés qui ont été très nombreux, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Oui, ces internés ont été au nombre environ de 500. Ce qui est énorme. C'est énorme. Ils sont arrivés au mois d'octobre 1914. Et ce sont des personnes qui résidaient en France et qui étaient originaires de pays en guerre contre la France. Un vrai brassage multiethnique, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, il y a des personnes qui sont d'origine allemande, oui, autrichiens, hongrois, mais aussi des Alsaciens lorrains. Plus tard, il y aura les Turcs, etc., des Polonais. Alors, ce sont des ennemis, tout simplement. Et ici, ils sont un peu loin de tout, loin du continent, déjà.
Oui, ces camps d'internement ont été placés relativement loin des frontières. Alors pour parler par exemple de la Vendée, il y en avait un à Luçon, il y en a un à Noirmoutier et un autre à l'Île-Dieu. Donc on peut dire qu'ils sont loin des frontières. Quel était leur quotidien ici à la citadelle? Alors ils avaient un quotidien qui ressemblerait bien sûr au quotidien des gens prisonniers, même si ils ne sont pas à proprement parler prisonniers. Donc ils se trouvent ici avec au centre donc cette immense cour centrale, que l'on va retrouver ici sur la photographie que nous voyons là. C'est une photographie qui nous montre un midi. Vous voyez qu'on a le bâtiment tel qu'il se trouve aujourd'hui. On voit les gens qui sont en train de déambuler et on voit notamment leur linge à sécher. Donc ils sont répartis dans différentes casemates, c'est-à-dire de grandes chambres de chambrées où ils couchent par terre sur des paillasses et ils sont répartis par origine ethnique. C'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger les personnes d'origine allemande avec les Hongrois, avec les Autrichiens, etc. Et puis un peu plus tard, alors, lors de la Seconde Guerre mondiale, les internés sont beaucoup moins présents, mais on ne peut pas ne pas évoquer l'avenue du maréchal Pétain, qui lui aussi a été interné ici, voilà. Et qui est considéré comme le plus vieux, je crois, des prisonniers. Alors là, on a un changement, si vous voulez, au niveau du statut, parce que ce sont des prisonniers. Là, le maréchal Pétain a été donc condamné à mort par la Haute Cour de justice et sa peine a été commuée en réclusion criminelle, donc à perpétuité. Par le général de Gaulle. Voilà. Donc il va se retrouver, après avoir été interné au Portalet, est emmené à partir de la Palisse et la direction de l'Île-Dieu. Il reste combien de temps ici? Alors il arrive donc en novembre 1945 et il va quitter la citadelle le 29 juin 1951. Un mois avant son décès, puisqu'il va être transféré dans une maison particulière qui est considérée comme une annexe de l'hôpital militaire Brousset de Nantes. Après la Seconde Guerre mondiale et le décès de maréchal Pétain, que devient la citadelle? Alors après, la citadelle va être pendant un certain temps désaffectée, puis on va y installer l'été des camps de colonies de vacances pour les enfants des personnels militaires. Donc on va apporter un peu de gaieté et de joie dans cette citadelle un peu sinistre. Aujourd'hui, c'est un lieu de découverte, on l'a dit, avec une pinède tout autour, un endroit de balade. C'est un endroit de plaisir, de centre aussi d'activité. Et c'est vrai que c'est presque un paradoxe par rapport à ce qu'elle a été dès le départ. Écoutez, tout ça est très intéressant. J'espère que cette histoire que l'on vient de vous raconter sur la citadelle vous a plu. En tout cas, c'est vrai que c'est une histoire très riche et qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce fort de pierre levée. Merci infiniment. Je vous en prie. Et puis j'espère à une prochaine fois. Nous, je vous dis donc à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.